mètres de diamètre, et enfin, une galoche. La galoche, c'est un vulgaire bout de bois taillé au couteau sur lequel reposent les enjeux. Quelques pièces de modeste valeur. Ensuite, tout n'est qu'une question d'adresse. Il faut tirer la galoche d'un coup sec afin que les piécettes tombent sur la ligne. N'allez pas croire que la chose est aisée. Vous y perdriez votre chemise et peut-être même votre culotte. Ces amusements sont simples. Tenez, Larry Flett, l'un des personnages les plus connus de la Bretagne. Tous les jours dans le quotidien Ouest France, il nous offre une leçon de bon sens sous le couvert de la rigolade. Là, il apparaît en chair et en os à l'arrivée d'une étape du Tour de l'Ouest, au Vélodrome de Rennes. Le public s'enflamme aussi pour quelques coureurs, comme Jean Robic. Au début des années 60, les villes ont enfin été reconstruites. Que pensez-vous de Brest en cette belle après-midi de printemps et de sa nouvelle rue de Siam, droite comme un I majuscule? Tout y est. Les nouveaux commerces, la foule, les pompons rouges des marins, une coiffe du Léon par-ci, par-là. Mais est-ce toujours ma ville ? Elle le redevient ce jour de 1960 où 300 bannières colorent la ville. Toutes les Bretagnes réunies. On s'installe dans nos villes, comme dans des meubles neufs. Mais à Lorient... Les années ont passé. Aujourd'hui, c'est une cité nouvelle qui s'offre au regard du visiteur. Là même où se profilaient les façades béantes et les ruines calcinées, sont apparues de larges avenues bordées de beaux immeubles que domine la tour Hardy de la nouvelle église Saint-Louis. Partout, la vie a repris. École nouvelle, dont l'élégance des lignes s'allie à l'harmonie des volumes, pour la plus grande joie de tout un petit peuple. Immeubles aux silhouettes et aux couleurs audacieuses, si chers à nos jeunes architectes. Quartiers nouveaux qui, dans la diversité de leur style, ont redonné aux Lorientais la joie de vivre. Donc, une nouvelle société s'installe. La ronde des objets, la civilisation des choses. L'un de ces symboles est lancé le 11 mai 1960 à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique. Le France, annoncé comme le plus beau paquebot du monde, est mis à l'eau. C'est surtout le chef-d'œuvre des Brierons. Quelle élégance! Et avec quelle délicatesse il prend son premier bain. Pas la moindre hésitation. La douceur d'un pachyderme en quelque sorte. Toute la Bretagne ne marche pas cependant au même rythme. Il y a la Bretagne industrialisée, modernisée, urbanisée, et puis il y a l'autre. Regardez avec attention ces femmes au visage de Madone. Elles sont les dernières représentantes de la civilisation bretonne. Demain, ces coiffes splendides seront au musée breton et ne sortiront qu'aux fêtes folkloriques.
Il y a cette civilisation qui nous déboule des grandes villes à toute vitesse. Il faut l'accepter, la comprendre. Il reste les enfants, si semblables à ce que nous étions. Ils ont les mêmes gestes que nous avions, les mêmes désirs aussi, les mêmes sourires. La Bretagne s'est rajeunie, instruite, dynamisée. Elle s'est ouverte au monde. Elle a quitté ses habits ancestraux pour adopter des vêtements plus conformes aux exigences de la modernité. Elle chausse des souliers à la place des sabots de bois, les boutouquates. Elle parle français et oublie trop souvent son breton. Mais a-t-elle abandonné son histoire, perdu ses racines, sa mémoire? Chut, ce n'est pas à nous de répondre, c'est à eux. Dans leurs yeux, vous lisez déjà notre avenir. Aujourd'hui, c'est un autre temps. Gwechal awa Gwechal.
En 1910 déjà, le cinéma exportait les charmes des provinces françaises. Une chaloupe, une mer démontée, quelques bigoudaines crochetant sur la lande, voilà la Bretagne vue par les Parisiens au temps de Théodore Botrel. Ce court-métrage était probablement destiné à nos voisins belges et néerlandais. Il dormait dans les archives d'un lycée de Quimper. Quant aux couleurs, nous les devons à la patience d'un artiste, qui aura dû peindre chaque image au pochoir. Le décor est planté. Quelle autre alternative pour ces communautés littorales que de tirer leur subsistance de l'immense vivier qui s'offre à leurs pieds? Tant de richesses à portée du filet, de l'hameçon, du casier. La vocation des hommes est de prendre la mer à bord de leur bateau, quoi qu'il en coûte. Le métier des femmes est de tenir la maison et d'attendre le retour du pêcheur, en priant le Seigneur que la mer soit douce, car il arrive parfois qu'elle reprenne soudain tout ce qu'elle a donné. La Bretagne maritime est souvent associée à cette image romantique de la mer cruelle. Jean Epstein fait partie de ces cinéastes fascinés par l'océan et les gens assez téméraires pour s'y aventurer. Il disparaîtra peu de temps après avoir tourné Les Feux de la mer en 1948. À l'instar de Robert Flaherty filmant les Inuits, il dramatise le documentaire en y introduisant la fiction. Ici, l'angoisse d'un jeune gardien lors de sa première vacation dans un phare isolé, planté comme un défi entre Ouessant et Molène, dans le terrible courant du Fromveur. Malgorn! Le sort des gardiens d'Armen n'est guère plus enviable. Que d'acrobatie pour prendre d'assaut cette tour infernale érigée à l'extrémité de la chaussée de Saint. Tournée en 1958 par Raymond Vogel et Alain Camincker, La mer et les jours met en scène quelques-uns des thèmes fondateurs de la mythologie maritime bretonne. On y voit la cruauté de l'océan où tant de vies se sont éteintes, à commencer par celle d'Alain Camincker, enlevée par une lame pendant le tournage. On y voit la résignation des vivants dont la douleur ne s'apaise que dans la religion et l'espoir d'un monde meilleur, sans tempête ni naufrage. On y voit enfin le fatalisme des gens de mer face à leur destin, auquel nul ne saurait échapper. Les petites filles inventaient la mer. Elles savaient déjà qu'elles la trouveraient toujours devant elles, que leur vie serait toujours modelée par la mer et menacée par elle. Ce mousse s'est probablement résigné à son existence. Au mois de mars, il a embarqué à Saint-Malo sur un 3-mâts goélette à destination de Terre-Neuve. Il n'en reviendra qu'en septembre, lorsque les arbres commenceront déjà à perdre leurs feuilles. Entre-temps, il aura vécu 6 mois de froid, d'humidité, de promiscuité, de brimade. Car les novices des morutiers sont souvent les souffres-douleurs de l'équipage. Pauvres gosses arrachés au giron de leur mère pour entrer au service de pêcheurs dont le principal défoulement est de les houspiller.
Votre colis et votre lettre m'ont fait ben plaisir, écrivait l'un d'eux à sa marraine. Recevoir tout ça dans ce sale pays, ça fait plaisir plus que vous ne pensez. Surtout entendre quelques bonnes paroles comme d'une maman. Tenez, vous m'avez fait pleurer. Le capitaine m'avait flanqué sa main sur la gueule sans raison, et votre lettre m'a consolé. Excusez si ma lettre sent mauvais, ici tout pue. Sale pays, sale mer, sale morue. La morue, le seul mot du calendrier de Terre-Neuve. La morue, le seul maître à bord avant Dieu et le capitaine. Par quelle misère ne passerait-on pas pour être le premier à débanquer, la cale pleine? Quand le poisson donne, pas question de lambiner. Il faut d'abord boîter les lignes avec les bulots, plonger les mains engourdies dans les mannes d'osier hérissées d'hameçons, comme autant de buissons de ronces. Alors les Doris s'égayent à 2 ou 3 milles autour du navire à l'ancre pour aller mouiller leurs lignes. Ils seront de retour à la nuit tombante, si la brume entre-temps ne vient pas les égarer. Quelques heures de sommeil et avant l'aube, les Dorissiers reprennent déjà la mer. Il faut aller relever les lignes, un travail éreintant qui va durer entre 4 et 8 heures, selon la pêche et l'état de la mer. La morue s'entasse au fond de l'esquif, qui s'enfonce, le liston au ras de l'eau. Une fois la dernière ligne bien lovée dans sa manne, les voiles sont établies, les avirons bordés pour rejoindre le navire et y transborder la pêche du jour. Sur le pont, le travail du poisson se fait à la chaîne. Le piqueur plante la morue sur un crochet et lui ouvre le ventre, libérant les viscères dont seul le foie sera récupéré. Il servira à la confection de la fameuse huile fortifiante, cauchemar de générations d'enfants malingres. Ensuite, le décolleur décapite la morue, avant qu'elle n'atterrisse sur la table du trancheur, l'artiste de l'équipage, le mieux payé aussi, car de son talent dépend le rendement de la chaîne. C'est lui qui, d'un habile coup de couteau, enlève l'arête centrale. La morue, ainsi transformée en poisson plat, est alors confiée au laveur, puis à l'affaleur qui jette le poisson dans la cale, où le saleur le couchera dans ses draps de sel, selon un dosage précis, faute de quoi il se gâterait. Au temps des voiliers, nombre de campagnes étaient endeuillées par des naufrages. Mais la moitié des décès étaient dus à des blessures ou des maladies mal soignées. C'est pour soulager cette misère qu'en 1894 sera fondée la Société des œuvres de mer. Tous les Terre-Neuvas se souviennent avec émotion des navires hôpitaux de cette organisation caritative. Aucun n'a oublié le célèbre père Yvon, qui était attendu sur les bancs comme le Messie. Car le saint homme apporte aux forçats de la mer le soulagement du corps et de l'âme. Il est aussi le messager des familles qui n'ont pas manqué de lui confier lettres et colis. Alors les hommes se plaisent à exprimer leur joie par quelques pitreries, quelques pantomimes singeant la tendresse dont ils sont sevrés. Ainsi va la vie des Terre-Neuvas, qui ne retrouveront leur parentèle qu'à l'heure des frimas. Si la morue a fait la fortune des armateurs de la côte nord,
La sardine a de tout temps nourri les pêcheurs de la Bretagne atlantique. À l'aube de ce siècle, le seul port de Douarnenez accueille 800 chaloupes sardinières armées par 4000 marins. Vers la mi-juillet, lorsque les bancs arrivent en baie, c'est une véritable ruée vers l'or. Toute la population alentour cherche un bateau sur lequel embarquer. Marins, paysans, artisans, invalides, galopins. Chaque lundi, dès 3 heures du matin, c'est une véritable marée humaine qui dévale les ruelles du port. Car la sardine se pêche à l'aube. Les bancs sont attirés vers les filets par la rogue de morue répandue à proximité. Au temps de sa gloire, Douarnenez importait ainsi la moitié de la rogue, débarquée en France par les caboteurs norvégiens. Les capitaines de Bergen y étaient si familiers qu'en douarneniste, on dit parler bergois pour baragouiner. Traditionnellement,